Bonsoir. Mon nom c'est Marc-André Arnois, je suis directeur à la CQC. Ça me fait très plaisir que vous soyez avec nous pour le troisième webinaire d'une série de 5 sur le droit de la rénovation. D'emblée, je dois vous dire que je ne suis pas avocat, mais que depuis bientôt 5 ans à la CQC, là, je me considère plutôt comme un généraliste de l'habitation. Donc, moi, je suis surtout là pour couvrir des notions peut-être plus terre à terre, alors que les notions purement juridiques, soit l'essentiel ce soir, vont être présentées par des spécialistes invités. D'ailleurs, ce soir, je suis accompagné encore une fois de Maître Ariane Gauthier de la CQC, mais également et surtout de Maître Valérie Lessard de Ponce Avocat, que je remercie beaucoup et que je vais vous introduire bientôt. D'ailleurs, pour ceux qui nous connaîtraient moins, l'Association des consommateurs pour la qualité de la construction, c'est un organisme communautaire qui œuvre à la défense collective des droits dans le domaine de l'habitation depuis un peu plus de 25 ans. Donc, si vous avez des questions suite au webinaire, n'hésitez pas à consulter notre site web ou notre service d'information. Évidemment qu'on ne peut pas donner d'avis juridique, mais on fait tout ce qu'on peut pour répondre à vos questions dans les limites de la légalité. Ensuite, je tiens à remercier l'Office de la protection du consommateur pour leur contribution financière essentielle au projet. Également, je dois remercier Maître Claude Coursol, avec qui on avait préparé des formations similaires en présentiel à une autre époque, il y a quelques années, et qui nous a permis de s'inspirer largement de ce qui avait déjà été préparé pour ce projet-ci. Donc, merci beaucoup à Maître Claude Coursol. Petit avertissement à ceux qui pourraient nous écouter dans quelques années, les lois, ça évolue. Il y a des choses en particulier ce soir qui pourraient assez mal vieillir. Donc, on est présentement à l'automne 2021. Si ça vous sonne lointain, n'hésitez pas à consulter un avocat avant de vous fier aveuglement à ce qu'on va dire. Donc, on est aujourd'hui à la séance 3 d'une série de 5. Les 2 dernières semaines, on a traité essentiellement de tout ce qui concerne le avant les rénaux. Cette semaine, on va vraiment parler des notions importantes pendant les rénaux. Le webinaire de ce soir est divisé en 4 blocs. D'abord, quelques éléments qui concernent ce que vous pouvez ou ne pouvez pas exiger de votre entrepreneur. Ensuite, on va bien comprendre la question des fameux extras dans la construction. Puis, on va aborder la question des paiements et on va finir avec l'hypothèque légale de la construction. Donc, sans plus tarder, je vais inviter à l'écran Maître Valérie Lessard de Ponce Avocat, qui est notre invitée ce soir. Donc, je vous invite d'abord à vous présenter brièvement. Oui, alors bonsoir à tous. Premièrement, ça me fait plaisir d'être ici avec l'équipe de la CQC et également de voir votre participation qui est somme toute nombreuse et de voir que vous prenez le temps de vous informer sur vos droits et obligations dans le cadre de la rénovation résidentielle. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, pour me présenter rapidement, je suis une avocate qui pratique, pour ainsi dire, exclusivement en droit de la construction résidentielle depuis environ 12 ans. J'exerce ma pratique au cabinet Ponce Avocat à Laval. Dans le cadre de ma pratique, je représente autant des entrepreneurs généraux que des consommateurs, ce qui me permet souvent de voir les deux côtés d'une demande ou d'une défense, si je puis dire. Alors voilà pour une brève présentation en ce qui me concerne. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de l'accès au chantier, je veux préciser que bien sûr, comme on le sait, la loi va venir encadrer vos relations avec les entrepreneurs. Ce que je veux préciser, c'est qu'il y a un chapitre dans le Code civil du Québec qui vient prévoir ces relations-là de façon un peu plus précise. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres lois particulières aussi, comme la loi sur la protection du consommateur, par exemple. Mais dans le Code civil, il y a un chapitre qui s'appelle « Le contrat d'entreprise comme tel », situé dans les articles 2098 à 2129. Alors, je vous invite ultérieurement à aller en prendre connaissance de ces articles-là. Ça va vous donner
un bon portrait global. Et puis, c'est accessible relativement facilement sur le web. Alors donc, on va voir dans cette première partie, comme on dit, on est pendant le déroulement des travaux. On va voir l'accès au chantier. On va voir la question du libre choix des moyens de l'entrepreneur. On va voir aussi la question s'il y a des retards. Et également, on va regarder la situation où il y aurait abandon du chantier par l'entrepreneur. Alors, sans plus tarder, commençons avec la notion d'accès au chantier. Alors, on se demande, bien évidemment, quand il y a une rénovation chez moi, ou au chalet ou ailleurs, est-ce que j'ai le droit d'accéder au chantier? Alors, regardons ce que l'article 21.17 nous dit. Alors, à tout moment de la construction ou de la rénovation d'un immeuble, le client peut, mais de manière à ne pas nuire au déroulement des travaux, vérifier leur état d'avancement, la qualité des matériaux utilisés et celle du travail effectué, ainsi que l'état des dépenses faites. L'article est assez clair. Oui, vous pouvez aller vérifier ce qui se passe sur le chantier. Non seulement vous le pouvez, mais je vous conseille, vous devriez. Non seulement pour la raison où on a indiqué dans le support visuel où est-ce que de nombreux défauts peuvent ne plus être visibles une fois les travaux terminés. Alors, je vous invite à aller prendre des photographies pendant le déroulement des travaux. Je vous invite aussi à questionner l'entrepreneur. Et lorsque vous avez des inquiétudes peut-être un peu plus poussées, je vous invite même à formuler vos questions à l'entrepreneur par courriel, à documenter vos échanges par courriel. Ça pourrait servir plus tard s'il y a des problèmes. Alors, on vient donc de couvrir cet aspect-là que oui, vous avez droit d'accéder finalement aux travaux. Donc, en corollaire, l'entrepreneur doit vous laisser le libre accès. S'il y a un doute à ce sujet-là, oui, il doit vous laisser accéder. Et le dernier élément que je veux mentionner par rapport à l'accès au chantier, c'est qu'il y a bien évidemment une limite, hein, comme bien souvent. Alors, on le dit dans l'article, il faut exercer son droit de manière à ne pas nuire au déroulement des travaux. C'est important. On a vu des cas où le client, c'est assez rare, mais on a vu des cas où le client va s'ingérer de façon répétée dans les travaux, dans l'exécution des travaux ou dans son déroulement. C'est important de faire attention à ça parce que s'il y a des retards qui arrivent, bien, à ce moment-là, l'entrepreneur pourrait venir dire bien, ce n'est pas de ma responsabilité s'il y a des retards et je ne dois pas de dommages parce que le client s'est ingéré dans les travaux, a utilisé là, son droit de façon excessive. Alors, on fait attention à mettre une certaine limite à cet accès-là. Voilà. Par rapport au libre choix des moyens. Alors ici, on se demande quel est le degré d'autonomie de l'entrepreneur. Encore une fois, l'article 2099 est assez clair. L'entrepreneur ou le prestataire de service a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. Alors, c'est assez clair. L'entrepreneur est autonome dans son travail. On ne peut pas lui dire comment exécuter son travail. Principalement et entre autres parce que c'est lui qui porte la responsabilité de sa licence. Il a sa licence de la Régie du bâtiment du Québec. C'est lui qui en porte la responsabilité et qui doit voir au problème plus tard. Alors, bien entendu, il doit avoir le libre choix de l'exécution des travaux. Alors, préciser que l'entrepreneur n'est pas votre employé, si on veut, parce qu'on pourrait se dire, bien, l'entrepreneur quand même vient chez moi, vient faire des travaux pour une somme souvent importante. L'entrepreneur n'est pas votre employé. C'est lui qui choisit les matériaux, sauf vraiment une réquisition spéciale de votre part ou une question esthétique, mais sur vraiment l'assemblage et tout ça, c'est lui qui en est responsable.
C'est lui qui va choisir quel sous-traitant il engage. Et on va voir plus loin aussi que c'est important de respecter ça également, de respecter le libre choix des moyens. On le verra plus loin. Alors maintenant, qu'arrive-t-il en cas de retard? Ça peut être fâcheux. Ça implique beaucoup de choses de faire des rénovations et puis parfois même de la relocalisation. Donc, qu'est-ce qui arrive quand il y a des retards? Alors, voyez, l'article qu'on vous indique en premier lieu, l'article 1375, toujours du Code civil du Québec, on sort du chapitre sur le contrat d'entreprise. Là, on est dans les obligations plus générales. C'est intéressant de le savoir aussi. Là. La bonne foi, elle est codifiée. Donc, la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. Alors, ce qu'on pourrait commenter ici, c'est de se demander, est-ce que l'entrepreneur fait preuve de bonne foi? Est-ce que, en cas de retard, est-ce qu'il communique avec vous? Est-ce qu'il justifie son retard? Est-ce qu'il vous donne des raisons et est-ce qu'il vous donne d'autres échéances réalistes? Donc, c'est une première chose à regarder dans le cadre de la relation avec son entrepreneur là, et des moyens qu'on va prendre s'il y a des retards. Ensuite, on voit que l'article 1434 dit que le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. On veut dire par là que d'effectuer un contrat sans retard, ça fait partie de ce qui découle des engagements du contrat. Alors, c'est intéressant de savoir qu'il y a un article qui codifie cette obligation-là de l'entrepreneur. L'article 2102, lui, là, on revient dans le contrat d'entreprise. Cet article-là va vous confirmer que l'entrepreneur doit vous tenir informé. Alors, qu'il doit vous tenir informé, notamment, comme qu'on le voit à la fin du paragraphe, du temps nécessaire pour exécuter le contrat. Alors, il peut y avoir votre contrat, le contrat a été vu au webinaire 1, alors on n'y revient pas en détail, je vous y réfère. Le contrat peut être plus ou moins détaillé par rapport au temps que les travaux vont prendre. Plus le contrat est détaillé par rapport au temps que les travaux vont prendre, plus ça va être facile plus tard, s'il y a un problème, comme question de preuve, de venir établir que l'entrepreneur a commis une faute dans ce cas-ci, qu'il est fautif parce qu'il y a des retards importants dans la rénovation. Alors, l'article qui suit, l'article 1590 du Code civil du Québec, toujours dans les obligations générales des parties, il est important, lui aussi. Alors, c'est lui qui nous indique qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il arrive quand on doit prendre des moyens parce qu'il y a des retards importants. Alors, il nous dit que l'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, vous voyez, c'est intéressant, on a cette notion-là. Alors, on dit sans justification. Il y a une nuance à apporter. Si l'entrepreneur est en retard, d'un retard qui est moins important et que, comme on a vu tantôt, il se comporte de bonne foi, je vous invite à considérer qu'il y a moyen de dialoguer avec son entrepreneur puis de maintenir de bonnes relations avec lui. C'est certain, hein, n'est-ce pas, que c'est toujours l'idéal. Alors, mais cependant, lorsque l'entrepreneur, cette fois-ci sans justification, et on peut penser aussi dans le contexte où il ne communique plus avec vous et que c'est difficile, alors qu'il n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, ici, on voit qu'il est nécessaire, avant d'agir, avant de prendre les recours qui vont suivre, d'envoyer une lettre de mise en demeure, justement, à l'entrepreneur. Pour lui dire, on lui décrit le défaut.
On s'imagine toujours qu'une mise en demeure, là, ça peut servir judiciairement. On veut éviter de se rendre là, mais c'est une bonne façon de voir là, comment la rédiger. C'est-à-dire que si plus tard, on veut démontrer à un juge, par exemple, qu'il y avait des retards qui n'avaient pas de justification, bien, dans la lettre de mise en demeure, on explique, on détaille le reproche, on détaille ce qu'on reproche à l'entrepreneur. Ensuite, on le somme, on l'enjoint de faire les travaux dans tel délai. Et qu'à défaut, s'il ne s'exécute pas, bien, il peut arriver différentes choses, notamment que vous allez pouvoir faire exécuter ce qui reste à être exécuté au contrat par un tiers, par un autre. C'est très important de l'avoir mis en demeure, comme je viens de le dire, c'est essentiel de lui indiquer le reproche, de lui laisser le temps de le corriger, de lui indiquer un délai clair et simplement à ce moment-là, seulement à ce moment-là, plutôt, s'il ne s'exécute pas, là, vous allez pouvoir le faire exécuter par quelqu'un d'autre. Alors, il y aurait aussi une notion d'annulation de votre contrat, mais je vais en parler tout de suite dans la prochaine séquence. Alors, la prochaine séquence, c'est la situation où il n'y a pas de doute, là, l'entrepreneur abandonne le chantier, là. C'est clair que, bon, vous tentez de communiquer avec lui, il ne reviendra pas, là. On peut le voir là, assez clairement à ce moment-là. On a déjà vu le premier article qui couvre cette situation-là, l'article 1434, là. Il s'appliquait aussi dans l'autre cas de figure. Ici, il y a un article, encore là, spécifiquement prévu dans le chapitre sur le contrat des entreprises. Le contrat d'entreprise, alors, c'est l'article 21-26. Alors, l'article nous dit, l'entrepreneur ou le prestataire de service ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux, et même alors, il ne peut le faire à contretemps. Autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. Alors, pour détailler cette situation-là, on va regarder 3 cas de figure. Premièrement, ce que je veux ajouter à cette séquence-là, c'est l'article précédent, c'est l'article 21-25, l'article qui vous permet à vous de résilier votre contrat. Ce que je veux préciser, c'est que pour vous, propriétaire, c'est beaucoup plus facile d'annuler votre contrat en vertu de 21-25 que par l'entrepreneur en vertu de 21-26. Vous pouvez tout simplement vous terminer votre contrat, toujours de bonne foi, comme on l'a vu tout à l'heure. Toujours de bonne foi en voulant dire, bien, on envoie un préavis, je vous recommande, moi, là, d'envoyer un préavis à l'entrepreneur pour lui dire, j'ai l'intention d'annuler le contrat, parce que lui, ça lui permet justement de, comme on vient de voir, de faire tout ce qui est nécessaire pour prévenir une perte. Ça lui permet de le faire beaucoup plus facilement et comme ça, on s'assure qu'on fait les choses comme il faut. Et bien sûr, bien, vous allez devoir payer ce qui est dû à l'entrepreneur. Alors que vous pouvez simplement résilier votre contrat et une raison aussi qui peut expliquer pourquoi ça a été décidé dans la loi que pour vous, ça allait être plus facile, c'est parce qu'on parle de rénovation qui s'effectue sur un de vos biens les plus importants, n'est-ce pas? C'est votre patrimoine, c'est votre résidence, c'est votre résidence secondaire parfois. Alors, vous pouvez, si pour un motif, même pour quelques motifs, vous pouvez annuler le contrat avec l'entrepreneur.
L'entrepreneur, lui, à contrario, selon 21-26, lui, il ne peut pas se défaire de son engagement de façon aussi aisée. Justement, il ne peut pas quitter les lieux comme ça aussi facilement. Alors, regardons les deux prochains cas de figure avec l'entrepreneur. Regardons le cas de figure où l'entrepreneur quitte, abandonne le chantier, mais avec un motif sérieux pour sa part et non à contretemps, alors dans un délai qui convient en faisant les choses comme il faut, pas trop rapidement. Alors, à ce moment-là, il peut quitter sans nécessairement qu'on puisse lui réclamer des dommages. Cependant, je pense qu'il est, il est utile de donner, vous voudrez peut-être avoir quelques exemples de motifs sérieux pour l'entrepreneur, de motifs sérieux pour lesquels l'entrepreneur peut quitter le chantier. On parle de cas assez extrêmes quand même, vous allez le voir. Là. Il faut que ce soit très sérieux. Là. Alors, par exemple, des problèmes rencontrés par l'entrepreneur avec le client qui, de prime abord, pouvaient sembler de peu d'importance, mais qui finalement s'avèrent être des problèmes rencontrés de façon répétitive et des problèmes assez importants. Alors, ensuite, on a comme exemple de motif sérieux le manque de respect du client envers l'entrepreneur. Ça pourrait provoquer l'abandon du chantier. Des insultes, des injures, par exemple, comme on a déjà vu dans certains cas. Comme on a vu tout à l'heure, l'ingérence répétitive dans le déroulement des travaux, vraiment de façon importante, pourrait causer l'abandon du chantier par l'entrepreneur. Le manque de collaboration du client de façon importante. Et si pour des raisons, quelques raisons, que ce soit pour faire une économie ou quelque chose qui ressemble à ça, le client disait à l'entrepreneur, je veux, par exemple, si on parle de refaire une toiture, si le client disait à l'entrepreneur, je ne veux pas que tu mettes de membrane en dessous du bardeau parce que je voudrais que ça coûte un peu moins cher. Alors que dans ce cas-là, la membrane, en vertu des normes et des codes, elle est requise. Il s'agit d'un motif qui, en fait, à ce moment-là, qui doit pousser l'entrepreneur à quitter le chantier parce qu'il ne peut pas se conformer à une directive qui ne répond pas aux normes. Puis on voit qu'on vient s'ingérer aussi dans le libre moyen de son exécution. Alors voilà pour des exemples de motifs sérieux pour lesquels l'entrepreneur pourrait quitter. La troisième situation où là, l'entrepreneur, on va examiner la situation où l'entrepreneur quitte, mais fautivement. Donc, sans motif sérieux et à contretemps. Alors, si l'entrepreneur quitte sans motif sérieux, ce n'est pas justifiable. Maintenant, que sont des exemples de motifs qui ne sont pas suffisamment sérieux pour quitter un chantier, pour quitter un contrat avec son client? Alors, par exemple, l'incompatibilité de caractère entre l'entrepreneur et le client n'est pas une cause suffisante pour quitter le chantier. C'est normal dans cette relation-là qu'il y ait des commentaires de fait, des ajustements, des conflits même. Et là, on va voir à les régler de bonne foi. Bien entendu, si c'est des conflits qui dégénèrent et tout ça, on peut tomber dans l'autre catégorie. Mais un conflit qui se règle de bonne foi, ce n'est pas un motif suffisant pour l'entrepreneur pour quitter. L'attitude exigeante du client, sans mauvaise foi, là, ce n'est pas non plus un motif pour quitter. Encore là, c'est normal que le client se soucie de ce qui se passe chez lui. La surveillance normale du chantier
n'est pas un motif pour quitter, on l'a vu. Et même dans certaines circonstances, le refus du client de payer lorsque le refus est valable. Par exemple, si l'entrepreneur vous arrive avec une facture qui n'est aucunement détaillée ou qui ne porte pas sur ce qui a été fait ou supposé être fait, à ce moment-là, vous avez un motif valable de refuser de payer la facture. Et puis, l'entrepreneur n'a pas de motif pour quitter. Alors, qu'en est-il donc de l'entrepreneur qui quitte, on peut dire fautivement dans ces circonstances-là, et aussi de l'entrepreneur qui quitte rapidement sans vous permettre de vous retourner de bord, comme on dit là? Alors, ici aussi, ce qui est généralement recommandé, c'est d'envoyer une mise en demeure à l'entrepreneur, de la même façon que je l'ai expliqué tout à l'heure, en indiquant les reproches qu'on a à lui faire, les faits et les reproches qu'on a à lui faire. Et on le met en demeure de reprendre sa tâche dans un délai qu'on indique. Et qu'à défaut, eh bien, vous n'aurez d'autre choix que d'engager un autre entrepreneur. Là, bien sûr, on lui laisse le temps. On laisse le temps qui est indiqué dans la mise en demeure. On envoie cette mise en demeure-là toujours par écrit, évidemment. Et si le départ de l'entrepreneur, de façon fautive, comme on vient de le décrire, vous a causé des dommages, être obligé de vous relocaliser, par exemple, c'est le temps de l'écrire dans cette mise en demeure-là. Et à ce moment-là, vous êtes habilité à demander compensation pour ces dommages-là. On arrive à la période de questions. Alors, la première question posée, on a abordé la question des retards, mais qu'arrive-t-il quand le contrat n'a pas de délai de livraison des travaux? Alors, c'est certain que cette question-là soulève justement l'importance, et c'est ça qui est souhaitable aussi quand on s'informe par rapport à nos droits, l'importance de prévoir une cédule des travaux et de voir à une date de fin. Alors, lorsque le contrat ne prévoit pas de délai de livraison des travaux, habituellement, on va y aller avec le délai raisonnable. Donc, souvent, l'entrepreneur va avoir donné un aperçu, du moins verbalement, d'à quel moment les travaux vont se terminer finalement. Alors, c'est une des façons dont on peut tenter d'établir là, le délai raisonnable de fin des travaux. Si on n'a pas ça et qu'on n'a pas d'autres repères, à ce moment-là, quand vraiment on voit que ce qu'on avait comme attente, justement, parce que souvent il y a des discussions là, avec l'entrepreneur, quand nos attentes sont dépassées, là, quand on voit qu'il commence à y avoir des situations anormales, ce que je recommande, c'est de s'asseoir avec l'entrepreneur et de dire je demande tel délai pour que les travaux soient finalement terminés. Et si vraiment on voit que la situation commence à être déraisonnable, c'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser la mise en demeure pour convenir d'une date de fin des travaux, si on veut, avec l'entrepreneur. On a une question. Si l'entrepreneur a le libre choix des moyens et que le contrat est à l'heure, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas lui demander d'accélérer les travaux? Bien, et que le contrat est à... Bien, en fait, ça dépend au niveau d'accélérer les travaux. C'est certain que à la base, on va supposer que l'entrepreneur est de bonne foi et fait ce qu'il faut pour que les travaux avancent. Mais cependant, si vous sentez que c'est nécessaire pour vous de lui demander d'accélérer
c'est peut-être parce que vous jugez, vous avez des faits objectifs là, qui vous démontrent que l'entrepreneur ne fait pas son travail correctement. Alors oui, vous pouvez certainement lui adresser le problème et lui faire cette demande-là. Et si vous voyez que cet entrepreneur-là ne répond pas à vos critères, bien, en vertu de l'article 21-25, vous pouvez facilement résilier votre contrat. Vous avez indiqué que lorsque le client demande de ne pas installer la membrane sur la toiture afin d'économiser, l'entrepreneur a un motif sérieux pour résilier le contrat. Est-ce que l'entrepreneur ne pourrait pas simplement faire signer une décharge de responsabilité? Alors, et ça aussi c'est une bonne question. Alors, la réponse c'est non, parce que l'entrepreneur, encore là, de par ses obligations dans le contrat d'entreprise, il a une obligation de résultat envers vous. Envers vous, puis avec la personne qui va acheter après si la toiture n'est pas refaite et tout ça. L'entrepreneur a une obligation de résultat. Alors, il doit peut-être que dans la pratique, ça se passe autrement, mais la réponse légale, c'est que l'entrepreneur doit refuser de ne pas exécuter quelque chose qui lui est qui est obligatoire selon les codes et les normes. Et le fait de simplement signer une décharge de responsabilité n'est pas suffisant. Il y a des raisons. Quand il y a une membrane qui doit être posée, souvent, et sans rentrer dans le technique évidemment, mais simplement une expérience générale, il y a des raisons pour ça. Et puis, non, ce n'est pas suffisant de faire signer une décharge de responsabilité. Prochain bloc. Donc, les extras. Alors, on entre dans le segment des extras. Alors, un sujet qui couvre quand même beaucoup de matière, là. Alors, on voit que de façon plus générale, l'article 1439 qu'on voit là nous dit que le contrat ne peut être résolu, bon, mais ici surtout modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi. Alors donc, l'entrepreneur doit se fier à des critères précis. Et l'entrepreneur, à l'article 2100, comme on revient dans le contrat d'entreprise, nous indique que le contrat, que ce qui est fourni par l'entrepreneur doit être conforme au contrat. Alors, ça, ce sont nos obligations générales. Maintenant, lorsqu'on regarde les articles de la deuxième page, là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, on va prendre le temps de regarder la définition de chaque contrat. C'est certain que ça a été vu au webinaire 1. Et on va surtout s'attarder ici au contrat qui est couvert par l'article 2107 et 21, donc surestimation, et 2109 à forfait. Alors, 2107 nous dit que si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation de prix. Alors, le contrat surestimation, la qualification du contrat, là, ça fait couler beaucoup d'encre au niveau des tribunaux parce que c'est souvent, il y a souvent de l'imprécision à savoir si on a conclu un contrat surestimation ou à forfait. Mais parfois, les discussions avec l'entrepreneur sont claires, puis les mentions dans le contrat sont claires. C'est un contrat surestimation, c'est un contrat sur soumission, ou bien c'est un contrat à forfait ou fixe. Forfait ou fixe étant un synonyme, un contrat fermé. Alors voilà. Pour ce qui est de l'article 2107, comme je disais, alors si le contrat
a été conclu, a fait l'objet d'une estimation. Donc, habituellement, généralement, un contrat sur estimation, c'est où il y a eu échange de soumission avec l'entrepreneur et le contrat s'est conclu sur la base de ces soumissions-là. Comme on le dit un peu familièrement, la soumission est devenue le contrat. Alors, dans ce cas-là, le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de service au moment de la conclusion du contrat. On va y revenir, on va établir ce que le consommateur a à payer ou non dans le cadre du contrat à estimation. On va continuer les définitions et les articles. Alors, l'article 2108, lui, ça, c'est le cas du contrat qu'on appelle un cost plus. Alors, on prend la valeur des matériaux et de la main-d'œuvre et l'entrepreneur y ajoute au coûtant et l'entrepreneur y ajoute un pourcentage. Alors, 2108 nous dit « Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l'entrepreneur ou le prestataire de service est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l'état d'avancement des travaux, services déjà rendus et des dépenses faites. » Les règles du contrat sur soumission vont souvent s'appliquer au contrat cost plus. Alors, c'est pour ça qu'on va surtout regarder 2107 sur estimation et le contrat à forfait 2109, qui nous dit le contrat est à forfait. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Alors, pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de service ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. Alors, le contrat à forfait, le contrat détaillé, c'est quand on a un contrat qui est détaillé. Donc, où est-ce que l'entrepreneur là, a vraiment beaucoup d'informations pour pouvoir en arriver à un prix complet dès le départ. Et il faut savoir aussi que le contrat à forfait, si vous vous dites, moi, je me suis négocié un contrat à forfait, je ne peux pas me faire des augmentations de prix. Il faut faire attention, le contrat à forfait peut être relatif ou absolu. Donc, absolu, cette règle-là ne change pas. Au niveau du contrat à forfait relatif, l'entrepreneur pourrait avoir, parce qu'on peut inscrire, on peut beaucoup modifier de choses au niveau contractuel, là. Donc, l'entrepreneur pourrait avoir inscrit que si le prix des matériaux augmente, par exemple, là, par exemple, il va le charger. L'exemple bien connu qu'on a vu en pandémie, le prix du bois a augmenté. Certains entrepreneurs avaient mis dans les contrats à forfait que le prix du bois pouvait augmenter. Alors, le client pensait qu'il ne pourrait pas y avoir d'augmentation, mais le client l'avait prévu dans une clause un peu plus loin dans le contrat. Alors, il faut faire attention, les contrats peuvent être relatifs ou absolus. Je vous, par expérience, par pratique, là, je vous recommande vraiment quand vous négociez le contrat, mais là, on revient au webinaire 1, mais je vous conseille de vraiment dire ce que vous voulez. Tu sais, sachant ces règles-là, sachant qu'il peut y avoir des choses inscrites dans le contrat qui peuvent différer, je vous conseille vraiment d'indiquer, et même par écrit à l'entrepreneur, ce que vous voulez dès le début. Par exemple, si l'entrepreneur vous fait un prix pour la rénovation de votre cuisine, vous dites, moi, je veux pas qu'aucun prix ne puisse changer. Si je m'attends à payer tant, c'est tant. Donc, pas d'augmentation possible. Et là, bien, vous vérifiez bien que l'entrepreneur n'a pas inséré une clause comme ça dans le contrat. Alors, lorsqu'on est dans le segment des extras,
il peut y arriver 3 situations où l'entrepreneur vous demande de payer davantage. On va regarder ces 3 situations-là et ensuite, on va voir contrat par contrat ce que l'entrepreneur peut faire ou non. Alors, la première situation qu'on peut rencontrer, il y a premièrement ce qu'on appelle généralement les extras comme tels, les ajouts demandés par le client. Il y a les modifications et les coûts supplémentaires demandés par l'entrepreneur parce qu'il n'a pas bien prévu son évaluation. Et il y a les modifications qui sont nécessaires parce que vraiment, on ne pouvait pas prévoir. Personne n'aurait pu prévoir qu'est-ce qui serait arrivé. Alors, puis les extras, là, il y a même une controverse là, à savoir qu'est-ce qu'on nomme extra. Les auteurs en droit ne s'entendent pas tous. Là. Certains donnent une définition plus large d'extra, mais généralement, puis je vais retenir ici la définition de certains auteurs au niveau d'un extra qui est généralement un ajout demandé par le client qui n'était pas prévu au contrat initialement. Alors, on a cette situation-là. On a les modifications et coûts supplémentaires demandés par l'entrepreneur qui a mal évalué la situation et on a les modifications rendues nécessaires parce que c'était vraiment imprévisible. On ne pouvait pas le savoir au départ là, que ce coût-là allait être nécessaire. Alors, qui doit payer pour ces 3 situations-là quand l'entrepreneur arrive auprès de vous et vous demande un coût supplémentaire? Bien, ça dépend de quel type de contrat on a signé. Ça dépend si on a signé un contrat sur estimation selon 2107 ou ça dépend si on a signé un contrat à forfait. Alors, commençons par regarder le contrat sur estimation. Alors, on est dans la catégorie de l'article 2107. Vraiment, le contrat sur estimation comme tel, on regardera le forfait plus tard. Alors, lorsqu'on est en présence d'un contrat sur estimation et admettons que le prix des matériaux a augmenté, est-ce que vous devez payer cette surcharge-là? La réponse, c'est oui. Et par contre, le client, vous devez avoir été informé avant de la situation, de la hausse et de comment ça va payer. Comment ça va coûter, comment vous allez devoir payer. Il pourrait même arriver des situations où la hausse est tellement importante que le consommateur n'est pas en état de payer puis qu'ils veulent suspendre le contrat. Donc, pour que l'entrepreneur puisse vous facturer cette charge-là dans le contrat sur estimation, vous devez avoir été informé avec un estimé détaillé, écrit, et avoir accepté cette charge-là. Alors, à l'inverse, admettons que le prix des matériaux aurait diminué. Toujours sous le contrat d'estimation, est-ce que vous pouvez en bénéficier? Est-ce que vous pourriez payer moins cher? Oui, la réponse c'est oui. Vous bénéficiez aussi des diminutions de prix si les soumissions ou si les prix que l'entrepreneur réussit à rencontrer sont moins élevés. Si l'entrepreneur vous présente une modification en vous disant ou bien vous comprenez là, qu'il a mal évalué la situation, il a mal prévu un coût, si c'était prévisible que ce coût-là allait devoir être engendré lors de la conclusion du contrat, non. Non, vous n'avez pas à payer cette somme-là. Parce que sur soumission, par exemple, ce qu'on veut, c'est quoi le but de cette disposition-là? C'est qu'on veut que l'entrepreneur vous fasse des bonnes soumissions. On veut que l'entrepreneur vous arrive avec des soumissions où vous n'aurez pas de surprise plus tard. Alors, s'il a mal prévu ou s'il s'était dit, ben c'est pas grave, je vais augmenter mes coûts plus tard, non, vous n'avez pas à payer ça. Ensuite, s'il s'agit d'ajouts qui sont demandés par vous-même,
ce qu'ici on appelle les extras au sens du terme, oui, vous devez payer cela à l'entrepreneur. Et puis, comme on l'a vu un peu pour le prix des matériaux, bien si les modifications sont requises en raison d'événements qui étaient imprévisibles de l'entrepreneur, oui, vous devez payer. Encore là, vous devez être informé et vous devez avoir accepté la charge. Alors, on va faire le même exercice maintenant avec le fait à savoir si vous aviez conclu un contrat à forfait à prix fixe. Alors, encore ici, si le prix des matériaux augmente, on est sous la catégorie du contrat à forfait prix fixe. Si le prix du matériau augmente, est-ce que vous devez payer la facture supplémentaire? La réponse, c'est non. Alors, justement, dans le cadre d'un contrat forfaitaire absolu, l'entrepreneur assume ces risques-là. À l'inverse, si le prix des matériaux a diminué, est-ce que vous devez payer cette charge? Si le prix des matériaux a diminué, est-ce que vous pouvez bénéficier de cette baisse de prix-là? La réponse, c'est non. Vous non plus ne bénéficiez pas d'un changement de prix. Si les modifications demandées par l'entrepreneur maintenant résultent d'une situation qu'il a mal prévue, non, vous n'avez pas à payer cette situation-là non plus. Si ce sont des ajouts demandés par vous-même, oui, vous devez les payer. Alors, et encore, comme on a dit, si les événements sont imprévisibles, non, vous n'avez pas à payer ça. C'est l'entrepreneur qui assume ça dans son forfait. Lui, il peut avoir des conditions plus avantageuses, justement, parce que si justement le prix d'un matériau diminue, vous ne pourrez pas en bénéficier, mais lui, à contrario, il ne peut pas vous faire payer la charge de choses qui étaient même imprévisibles. Là-dessus, et là on pourrait en parler longtemps, je vais simplement faire une ouverture en ce sens que les tribunaux, les tribunaux pourraient être amenés à réviser cette règle-là. Les auteurs en droit indiquent qu'il pourrait y avoir certaines situations où, par exemple, pour le prix des matériaux, où l'entrepreneur serait tellement désavantagé économiquement, il pourrait y avoir des situations extrêmes qui viendraient changer cette donne-là. On n'en est pas encore là, mais il y a un assouplissement qui pourrait s'en venir. Je le précise, mais on pourrait en parler longuement. C'est important. L'important, c'est de savoir que cette ouverture-là pourrait arriver éventuellement. Ce que je veux vous dire également par rapport au contrat à forfait, le contrat à forfait, là, l'entrepreneur assume les risques, rappelons-le, de ce qui est imprévisible. Comme corollaire, vous, comme client, vous avez l'obligation d'informer l'entrepreneur de tout ce que vous savez. J'ai tendance à dire que le contrat sur estimation, ce serait sous le principe de la bonne foi, là. Mais c'est pour dire que sous les règles du forfait, là, on avise l'entrepreneur de toutes les conditions qu'on connaît. Si on suspecte une difficulté, tout ça, on avise l'entrepreneur pour qu'il puisse l'inclure dans sa soumission. C'est très important. Sinon, si c'était quelque chose qui était à votre connaissance, que vous n'aviez pas divulgué, là, vous pourriez être tenu de payer cette charge supplémentaire-là. Pour terminer sur ce point-là, aussi, si l'entrepreneur, attention, parce que si l'entrepreneur vous présente une charge qu'en réalité, vous n'avez pas à payer, si par exemple, il vous dit, bien ça, je n'avais pas pu le prévoir, mais accepterais-tu de le payer? Le paiement peut et souvent va être considéré comme acceptation du fait comme un aveu que vous acceptez de payer cette charge-là, finalement. Alors, d'où l'importance de bien s'informer quand des situations comme ça se produisent.
Et on en arrive à la période de questions. Alors, France veut savoir si nous avons versé plus de la moitié de la somme au contrat et que seulement un tiers des travaux est réalisé, avons-nous un recours pour être remboursé si nous résilions le contrat? Oui. Alors oui, effectivement, s'il y a eu un trop versé de votre part, oui, l'entrepreneur doit vous rembourser cette somme-là. Alors, on a Marc qui nous demande, dans un contrat qui a fait l'objet d'une estimation, si la quantité de matériaux varie, qui doit payer l'écart? Alors, si la quantité de matériaux varie, Par rapport à l'estimation initiale, oui, qui doit payer oui. l'écart? Merci, oui. Alors, si la quantité varie, qui doit payer, ça va dépendre de la raison pour laquelle la quantité était manquante au départ. Alors, si la quantité est manquante dans un cas de figure où l'entrepreneur aurait dû calculer adéquatement combien de quantité de bois que ça prend pour refaire un revêtement, par exemple. Tu sais, ça, c'est dans le cours ordinaire des affaires. Eh bien, on peut penser, et là, il y a toujours, d'accord, il y a toujours des cas d'espèce, il y a toujours des choses qu'il faut regarder. On peut penser que cette charge-là devrait être sur l'entrepreneur parce qu'il devait, dans son domaine de compétences, prévoir combien ça allait coûter quand il le présente au client. Alors, il faut vraiment que ce soit imprévisible. Je donne un exemple. Si la quantité varie parce que monsieur a demandé des éléments supplémentaires, parce que le client a demandé des éléments supplémentaires, eh bien là, ça va être à la charge du client. Parfait. Alors, on a France qui nous demande, supposons un contrat à forfait et supposons que l'entrepreneur a évalué des quantités beaucoup trop grandes de matériaux et donc, il y a des matériaux qu'il n'utilisera pas. Est-ce qu'il va pouvoir les charger à nouveau sur un autre contrat, ces matériaux excédentaires-là? D'accord. Alors, ça rejoint le cas de figure précédent. Mais je pense que si ma mémoire est exacte, vous avez mentionné, ça semble être l'entrepreneur qui s'est trompé. Alors, la question de France variait un petit peu. Ici, elle nous plaçait dans un contrat à forfait, donc aucune augmentation de prix. Mais elle dit, s'il reste des matériaux, ce que l'entrepreneur part avec et les passe sur un nouveau contrat. Alors, si on est à forfait, oui, l'entrepreneur va pouvoir partir avec les matériaux, effectivement, mais pas sur estimation. Cependant, attention, là, quand on dit au niveau du forfait que l'entrepreneur va pouvoir partir avec les matériaux, si cette situation-là se produit, intervenez en ce sens ou prenez conseil en ce sens que si madame voit que vraiment l'entrepreneur repart du chantier avec quasiment autant de matériel que pour refaire un autre petit ouvrage, par exemple, ben là, c'est le principe de la bonne foi, puis là, on peut contester. Là. Donc, chaque situation doit être modulée. C'est ça. Si je comprends ce que vous dites, partir avec un 2x4, c'est pas pire, mais partir avec 100 2x4, ça marche pas. C'est ça. Alors, nous sommes rendus à la section qui porte sur les paiements. Alors, je vais moi-même céder la parole à ma collègue. Oui, pardon, donc je cède la parole à Ariane Gauthier. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez et me voyez bien. Donc, on va poursuivre avec, comme le disait Maître Lessard, donc les paiements. Donc, à vous expliquer finalement plusieurs questions par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec les variations de prix, les modifications de prix en cours de contrat. Donc, moi, ma section va vraiment plus considérer finalement quand on fait ce paiement-là, quand on peut légalement exiger que vous fassiez ce paiement-là. Donc, on voit la règle de base ici à l'article 21.11 qui vient nous dire donc que le client n'est pas tenu de
n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage. Là, la notion de réception de l'ouvrage, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que comme ça, ça peut finalement sonner un peu vague et très peu concret. C'est l'article finalement précédent, l'article 21, 10, qui vient nous dire que le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux. Donc, et la fin des travaux, ça peut sembler assez simple comme notion aussi de se dire, bon, c'est fini quand c'est fini, mais il y a des situations où finalement, on n'est pas nécessairement d'accord avec l'entrepreneur sur quand est-ce que les travaux sont finis. Les travaux sont généralement terminés quand l'ouvrage est exécuté, donc finalement, quand les travaux qui avaient été prévus au contrat sont faits, mais aussi quand finalement, c'est le bien, là, dans notre cas ici, qui nous intéresse, qu'on rénove, est prêt à servir conformément à l'usage auquel on le destine. Donc, ça veut dire, par exemple, pour vous donner un exemple, si on se parle de rénovation de salle de bain, qu'on soit en mesure finalement de servir de la salle de bain comme on le devrait. Donc, prendre sa douche, servir des lavabos, tout ça. Donc, quand le bien, on est en mesure de faire ça avec un bien, donc on ne peut pas refuser de recevoir l'ouvrage. Donc, ça va vouloir dire l'accepter avec ou sans réserve. C'est une notion que vous allez voir un peu plus tard, mais voilà. Donc, c'est à ça qu'on réfère par la réception de l'ouvrage, c'est ce moment-là. Donc, c'est pas avant ça, vous n'avez aucune obligation de payer finalement le prix qui avait été convenu au départ dans le contrat. De la même façon, si on se reporte, là, il y a la possibilité aussi, selon l'article 21.14, d'exécuter l'ouvrage par phases qui sont dites successives. Fait que c'est comme si, pour vous donner, donc c'est pour vous, pardon, je vois j'ai beaucoup de choses dans le chat qui se passent en ce moment. Donc, c'est comme si on exécutait finalement les travaux de rénovation en plusieurs mini-chantiers. Donc, fait qu'à la fin de chaque mini-chantier, finalement, on va devoir venir là, payer le prix comme la réception de l'ouvrage dont je viens de parler. Donc, on paye le prix à chacune des phases comme n'importe quelle autre finalement, fin des travaux. Petit bémol à ça. Donc, ça, c'est vraiment la règle générale. Finalement, le seul moyen où on pourrait vous exiger de vous qu'on paye le prix donc avant la fin des travaux, avant la fin, le moment de la réception de l'ouvrage, c'est si votre contrat va venir prévoir le paiement d'acompte. Donc, on vient se référer à l'article ici 21.22. Donc, sinon, on parle vraiment ici le cas où par exemple, avant le début des travaux ou pendant l'exécution des travaux, on va venir, par exemple, 20% du prix, par exemple, total du contrat à certains moments. Donc, c'est vraiment juste dans ces moments-là où on va pouvoir finalement, c'est ça, vous demander une portion du prix à l'avance, donc avant que les travaux soient terminés. Si jamais ça, c'est pas prévu dans votre contrat, il n'y a aucun moyen où on peut vous finalement exiger que vous payiez l'entièreté du prix du contrat. Là. Fait que si on est en plein milieu de poser votre céramique dans votre salle de bain, c'est pas le moment là, de vous demander de payer, par exemple, le 2000 $ total de travaux. C'est ce qu'on vous conseille de faire par rapport aux différents acomptes que vous pourriez verser là, avant le début des travaux ou pendant. Premièrement, c'est que ça pourrait être un espèce de signal d'alarme si jamais on vous demande un très, très, très gros acompte, peut-être à vérifier, à revisiter cette notion-là, à discuter de ça avec votre entrepreneur. Ça peut vraiment être un bon red flag, comme on dit en bon français. Également, on vous conseille que si jamais il y a plusieurs acomptes à verser en cours de travaux avant, d'avoir un bon calendrier de paiement puis un bon accord sur finalement, c'est quoi le moment où vous allez faire ces acomptes-là. Parce que, donc, il y a une différence entre, par exemple, juste mettre des dates pour les versements, puis, ou sinon, associer ces versements-là à des étapes précises dans la complétion des travaux puis dans l'avancement du chantier. D'avoir des moments
par rapport à l'avancement des travaux versus les dates, ça va vous permettre finalement d'avoir un espèce de meilleur contrôle sur le moment où vous faites ces acomptes-là, puis de ne pas finalement payer beaucoup de frais, puis de verser finalement une grosse portion du prix total du contrat, alors que finalement les travaux n'avanceraient pas au rythme où ils devraient avancer. Puis finalement, sur la question des acomptes par rapport aux commerçants itinérants qu'on a abordé dans le webinaire précédent, donc si vous n'étiez pas présent la semaine dernière et que cette notion-là vous échappe un peu, donc je vais vous référer à ça, mais pour nos fins, donc techniquement, on ne peut pas vous demander donc un acompte ou de faire un dépôt dans les 10 premiers jours après l'obtention d'une copie du contrat signé par les deux parties. Donc, c'est vraiment le petit délai de grâce que la loi sur la protection du consommateur vous accorde pour obtenir la résolution de votre contrat. Donc, finalement, y mettre fin comme s'il n'avait jamais existé. On n'est pas censé là, donc de vous demander de verser un dépôt dans ce délai de 10 jours-là. Par contre, si on vous a déjà remis le bien ou qu'on a commencé le service sur lequel porte le contrat, on peut potentiellement vous demander de verser un dépôt, mais ce dépôt-là va devoir être conservé dans un compte en fidéicommis, donc le fameux compte in-trust, jusqu'à la fin de l'expiration du délai de 10 jours. Le compte in-trust, le compte en fidéicommis, ça empêche l'entrepreneur finalement ou le commerçant itinérant dans ce cas-ci de venir piger dans l'argent, fait qu'il est comme un peu protégé, il est versé mais protégé, puis l'entrepreneur ne peut pas nécessairement être touché avant justement l'expiration de ce délai de 10 jours-là. Donc, ça, c'est ce qui conclut ma petite section paiement. Là, on va se reporter sur un espèce de concept qui peut venir justement affecter beaucoup de choses dans le contrat, beaucoup d'éléments en termes d'exécution, de modalités d'exécution du contrat. Donc, première chose, qu'est-ce que la force majeure? C'est peut-être une notion que vous avez déjà entendue par le passé. Donc, c'est l'article 1470 qui vient nous décrire ce que c'est. Donc, au deuxième alinéa, la force majeure est un événement imprévisible et irrésistible. Donc, ça vient dire que il y a vraiment une espèce de notion là, de pas de contrôle sur la situation. On ne pouvait pas du tout anticiper ce genre d'événement-là au moment de la conclusion du contrat, que ce soit pour vous ou pour l'entrepreneur. Donc, évidemment, l'exemple qui nous vient en tête tout de suite, c'est par exemple la COVID l'année passée, quand c'est arrivé puis qu'on a dû, par exemple, fermer tous les chantiers et complètement arrêter tout ce qu'on faisait. Personne n'avait de contrôle là-dessus. C'était absolument pas prévisible. Donc, un excellent exemple. Sinon, autre bon exemple, ce serait les désastres naturels on pourrait dire, là, comme par exemple la crise du verglas dans les années 90. Encore là, imprévisible et aucun contrôle là-dessus. Il faut juste qu'on attende que ça passe finalement. Donc, c'est important de bien comprendre cette notion-là de force majeure parce que c'est souvent une des raisons qui est invoquée finalement par l'entrepreneur pour ne pas finalement remplir ses obligations. Ça arrive beaucoup aussi en cas de retard. C'est très, très utilisé pour un peu justifier finalement les retards. Mais ce qui est important, c'est que c'est vraiment à vérifier puis à vraiment se poser ces questions-là quand on vous invoque un motif là, puis qu'on vous dit force majeure, est-ce vraiment imprévisible? Et est-ce qu'on n'a vraiment aucun contrôle là-dessus? Il faut vraiment que ces deux conditions-là soient rencontrées parce que sinon, techniquement, l'entrepreneur, en fait, pourrait y faire quelque chose puis vous n'allez pas nécessairement vous retrouver sans recours. Parce que ce que la force majeure vient faire, comme on peut le voir là, à l'article 1470 au premier alinéa, toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure. Donc, ça vient vraiment évacuer là, l'espèce de responsabilité. Fait que si, par exemple, là, votre rénovation est complètement arrêtée à cause là, de justement, par exemple, avec la COVID, complètement arrêtée, gros délai, donc l'entrepreneur ne sera pas responsable envers vous, puis vous n'aurez pas de recours contre lui ou elle à cause des retards, vu que ce n'était pas prévisible et qu'il n'y avait pas le contrôle sur ces retards-là. Puis donc, même chose à l'article 1693 qu'on voit en bas. Donc, lorsqu'une obligation ne peut plus être exécutée par le débiteur en raison d'une force majeure, dans ce cas-ci, on se référait par débiteur à l'entrepreneur. Et avant qu'il soit en demeure, donc la personne n'était pas en défaut d'exécuter son obligation, mais que là, à cause de cet événement-là
irrésistible, imprévisible, ne peut plus exécuter cette obligation-là, ça devient impossible, ben, il est libéré de le faire. Donc, ça vient vraiment un peu vous placer dans une situation où vous n'avez comme pas vraiment de recours, puis avec raison en quelque part, parce que, encore une fois, personne n'a le contrôle sur cette situation-là, puis personne ne pouvait l'anticiper. Donc, nous, ce qu'on un peu vous recommande ou conseille de faire, surtout, fait que c'est vraiment cette vérification-là dont je parlais avant, parce que évidemment, c'est beaucoup le cas maintenant. La COVID a le dos large. Il y a beaucoup de choses qui sont mises sur le dos de la COVID. Puis, c'est vraiment important de vérifier si, encore là, les 2 critères sont remplis pour la force majeure. Est-ce que cette force majeure-là affecte réellement les travaux que l'entrepreneur fait chez vous? Parce que c'est sûr, évidemment, que s'il y a des inondations et des pluies torrentielles à Québec, mais que vous résidez à Montréal, ça ne vaut pas vraiment la peine là, d'évoquer le désastre naturel dans votre cas, puis l'entrepreneur ne sera pas vraiment justifié d'invoquer cette raison-là pour ne pas remplir ses obligations, puis pour ne pas faire ce qui était convenu dans votre contrat finalement. Puis, dernière chose par rapport à ça, ça se peut que dans votre contrat, ce soit quelque chose qui est prévu. Donc, que l'entrepreneur ait reproduit dans le fond, ces articles, pas nécessairement ces articles de loi-là, mais ce concept-là, donc que plusieurs cas de force majeure, donc le libère de ses obligations envers vous, ou qu'il se décharge de sa responsabilité. Il y aura aussi par moment, ça se peut qu'il y ait certains événements donc, qui vont être listés comme des exemples de force majeure. Ça ne veut pas nécessairement dire que tout ça, c'est valide et que ça leur a été vérifié et puis que c'est nécessairement considéré par exemple, les juges et les tribunaux comme effectivement étant de la force majeure. Fait qu'il y a toujours ces éléments-là à vérifier quand on vous dit que on est vraiment devant finalement une force de la nature ou une pandémie comme la COVID. Donc, ça va être tout pour ma section. Merci beaucoup. Alors, on a une personne anonyme qui n'a pas bien compris pourquoi c'est important de faire la différence entre l'acompte et le paiement. Entre l'acompte et le paiement, mais dans le fond, l'acompte, c'est vraiment juste qu'on va verser une partie du montant total là, du coût du contrat finalement à l'avance. Le paiement, fait que finalement, c'est comme on fait une portion du paiement à l'avance. Puis la notion de paiement, généralement, c'est vraiment, on l'appelle comme ça parce que c'est ce qui va intervenir comme à la fin, puis ça réfère à la notion d'obligation de payer le coût au contrat. Donc, finalement, qui va un peu votre unique, ou l'obligation principale, finalement, du client dans le contrat d'entreprise. J'ai Sébastien qui veut savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir si le paiement est en fidéicommis. Généralement, ça va être fait auprès d'un avocat ou un notaire qui doivent légalement disposer d'un un compte en fidéicommis, pardon. Puis donc, vous allez directement, vous, quand vous allez faire le paiement, vous devez le faire à l'ordre du compte en fidéicommis. Fait que c'est vraiment de cette manière-là, il faut vraiment spécifiquement faire le versement dans le compte en fidéicommis. Là, donc, c'est vraiment comme ça qu'on s'assure qu'on le fait dans le bon compte. Là. Puis généralement, si vous indiquez que vous voulez faire un versement en fidéicommis, là, la personne auprès de qui vous faites ce paiement-là devrait vous indiquer le bon nom de compte et ou bien faire votre paiement. Merci beaucoup, Maître Gauthier. Je retourne la parole à Marc-André Arnois. Merci. Peut-être juste un petit commentaire sur la force majeure dont Ariane vient de nous parler avant de redonner la parole à Maître Lessard. On a reçu beaucoup, mais vraiment beaucoup d'appels de contrats qui n'ont pas été respectés pendant la COVID et beaucoup d'entrepreneurs ont plaidé la force majeure avec la COVID. Et comme Ariane l'a donné un exemple, là, effectivement, la COVID, c'était pas prévisible et on ne pouvait pas résister au fait que le gouvernement décide à raison de fermer les chantiers. Cela dit, c'est l'utilisation qui en est faite qui souvent était problématique parce que, comme Ariane l'a expliqué, la force majeure, ça libère quelqu'un de ses obligations.
Alors que ce qu'on a vu énormément pendant la COVID, c'est les entrepreneurs qui ont essayé d'exiger un prix supérieur à cause de la COVID. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. L'entrepreneur qui dit « Je suis désolé, à cause de la COVID, je ne pourrai pas compléter le contrat », c'est une chose. C'en est complètement une autre que de venir dire « À cause de la COVID, finalement, ça va coûter 20 000 de plus ». Ça, c'est une autre question dont on n'a pas traité et à laquelle la réponse serait fort différente. Sur ce, je vais redonner la parole à Maître Lessard pour la prochaine partie. Alors, on arrive à la fin des travaux. On arrive à la fin des travaux, puis juste avant de regarder la notion de retenue pour réserve et l'article 21.11, on va quand même citer à nouveau l'article 21.10 qui est très, très pertinent à ce niveau-là. Alors, l'article 21.10, lui, il dit que le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux. Donc, tenu de recevoir l'ouvrage et de payer, c'est aussi ce que ça veut dire. La fin des travaux a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et est en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter avec ou sans réserve. Alors, ceci étant dit, on va voir l'article 21.11 et on va revenir sur ces notions-là. Alors, 21.11 nous dit que lors du paiement, le client peut retenir sur le prix jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage. En deuxième alinéa, et on y reviendra à la fin, on dit « Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. » Alors donc, à la fin des travaux, vous recevez votre rénovation. Si tout se passe bien, si en apparence tout est conforme, vous l'acceptez sans réserve et vous payez. Cependant, bien entendu, on va regarder ici le cas où non, tout ne va pas bien. Vous remarquez quand vous faites la visite avec l'entrepreneur puis que vous recevez l'ouvrage qu'il y a des problèmes. Par exemple, au plancher, le plancher gondole où la distance entre les lattes est trop longue. Alors, si on voit donc qu'il y a de tels vices ou malfaçons, alors là, c'est très important, on accepte l'ouvrage qu'en partie seulement. Alors, on ne peut pas dire le plancher gondole, mais tout l'étage est fait, je ne paie rien, là, mais on va certainement retenir une somme suffisante pour payer ce qu'on a vu comme problématique. Alors donc, vous acceptez l'ouvrage partiellement et moi, je recommande d'envoyer quasiment, l'entrepreneur quitte les lieux, vous vous dites ça. Parfois, ça va bien se passer. L'entrepreneur va dire « Oui, je suis d'accord avec toi, on va réparer ça. » Bon, si c'est comme ça, le processus va mieux se passer en tout cas. Mais si ça ne se passe pas comme ça ou si de toute façon, que ça se passe bien ou non, je vous recommande d'écrire un courriel quasiment une fois que l'entrepreneur est parti de chez vous. Vous lui envoyez un courriel comme quoi vous dites que vous n'acceptez l'ouvrage qu'avec une réserve. Vous n'acceptez que partiellement. Et là, bien, si l'entrepreneur, comme j'ai dit, si c'est facile, l'entrepreneur va venir faire les travaux. Sinon, la somme à retenir peut être prévue de consentement. Tu sais, avec l'entrepreneur, vous pourriez regarder combien ça a coûté faire le plancher. Mais si ce n'est pas possible de s'entendre, parfois, il faut aller jusqu'à aller voir un estimateur et déterminer combien on va retenir. Aussi, rapidement, on va
créer une liste de déficiences. On va tout lister ce qu'on a à reprocher et on va l'envoyer par écrit à l'entrepreneur. Bien important, puis là, c'est assez pointu comme point, là, et on va y revenir à ça tantôt aussi, mais si l'entrepreneur a mis dans le contrat que s'il est accrédité, par exemple, par l'APCHQ, il a souscrit donc à une caution et puis on ne peut pas lui demander, on ne peut pas retenir la somme parce que l'APCHQ le couvre pour ça. On va y revenir tantôt. Ce que je veux vous dire tout de suite, c'est que pour que le régime de, par exemple, l'APCHQ, ou ça peut être l'Association des maîtres couvreurs, généralement, pour que le régime d'indemnisation s'applique, il faut avoir dénoncé la situation à l'entrepreneur et à l'APCHQ ou l'Association des maîtres couvreurs dans les 3 jours du moment où vous faites la visite avec l'entrepreneur puis vous vous rendez compte qu'il y a des vices et malfaçons. C'est un délai extrêmement court, on en conviendra, et je trouve ça important de vous le dire ici, parce que malheureusement, nombre de personnes ont dépassé ce délai et la PCHQ risque de ne pas couvrir la situation. Alors, vous, ça, c'est la situation bien particulière où la PCHQ viendrait couvrir la situation. Admettons que la PCHQ n'est pas dans le portrait. Eh bien là, à ce moment-là, vous avez donc envoyé à l'entrepreneur par courriel le fait que vous n'acceptez que partiellement, vous acceptez avec réserve seulement. C'est très important. C'est vraiment une condition essentielle, là. Et puis ensuite, vous envoyez votre liste de déficiences. Et comme j'ai dit, vous regardez soit vous vous entendez avec l'entrepreneur, soit avec un expert, puis vous payez une partie seulement des travaux. Très important, même si ça devient houleux à ce stade-là, les relations avec l'entrepreneur, vous êtes dans l'obligation de le laisser faire son travail. Sinon, vous pourriez perdre vos droits à ce que l'entrepreneur vienne corriger ou que vous le fassiez faire à ses frais, là. Il faut que vous laissiez l'entrepreneur le faire. Donc, finalement, la retenue pour réserve, avec réserve, c'est le fait de retenir une partie du paiement pour que l'entrepreneur corrige les malfaçons. Alors, une fois que vous avez envoyé, vous avez dit que vous acceptez avec réserve seulement, que vous avez envoyé votre liste de déficiences et qu'il ne répond pas ou il ne s'en occupe pas, à ce moment-là, vous devez absolument le mettre en demeure de corriger parce que s'il ne répond pas, qu'il ne s'en occupe pas, quand vous allez le faire par quelqu'un d'autre, il faut vraiment que vous ayez démontré que vous lui avez envoyé une mise en demeure, de 1, et que de 2, vous lui avez laissé l'opportunité de corriger le problème. Alors, je reviens au dernier alinéa et à la question de la PCHQ puis de l'Association des maîtres couvreurs. Alors, le deuxième alinéa, le client ne peut exercer ce droit à la retenue. Vous ne pouvez pas retenir de montant si l'entrepreneur vous fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. Bon, il arrive des cas de figure, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver que l'entrepreneur dise bien, moi, je te dis, client, que tu ne peux pas me retenir une somme parce que je vais aller chercher une lettre bancaire irrévocable, par exemple, au montant que tu veux me retenir. On va la laisser en suspens le temps que tu fasses les travaux. Ou bien, ça pourrait être déposé en fidéicommis, un peu la même notion qu'on a vue. Alors, si l'entrepreneur fait ça, alors là, vous devez libérer le paiement et puis vous bénéficiez de cette sûreté-là, finalement, que l'entrepreneur a faite. Et je disais donc qu'au niveau, il peut y avoir une clause dans le contrat où l'entrepreneur dit « Eh bien, moi, j'ai souscrit, je suis accrédité auprès d'une caution chez l'APCHQ ou l'Association des maîtres couvreurs.
Et ça, en soi, c'est une sûreté suffisante, comme quoi tu dois me payer au complet. Et je dis avec ça, prudence, non seulement pour sauvegarder ses droits, on vérifie là, quand des situations comme ça arrivent. Puis si on voit ça, là, qu'il y a cet appel-là à la PCHQ ou à l'Association des maîtres couvreurs ou autre, il faut dénoncer à la PCHQ, par exemple, sous toute réserve, c'est 3 jours. D'autres, ça peut être d'autres délais. D'autres organismes, ça peut être d'autres délais. Alors, je trouve ça très, très rapide pour le client, là, difficile même. Et non seulement ça, il faut que ce soit valide. Tu sais, l'entrepreneur, il a beau vous dire qu'il est accrédité à tel ou à tel endroit, ben, allez sur le téléphone tout de suite, puis appeler l'organisme en question, puis vérifier que c'est vrai qu'il est accrédité, puis vérifier le nombre de plaintes, par exemple, ou de recours similaires qu'il a en ce moment. Parce que si la caution, par exemple, est de 40 000 à ce moment-là, si l'entrepreneur a 5 plaintes, bien, il faut que le montant pour couvrir soit suffisant. Alors, faites ces démarches-là et si vous voyez là, qu'il y a des difficultés, là, bien, cette garantie-là, elle peut être non valide ou non suffisante. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans le contrat que l'accréditation, elle est bonne, il faut le vérifier, il faut appeler l'organisme puis vérifier la situation. On passe ensuite au dernier sujet de l'hypothèque légale et on va revenir, on va tout de suite faire le lien avec la question qui nous a été posée tout à l'heure, à savoir, dans le sens, là, en fait, que la possibilité pour un entrepreneur de prendre une hypothèque légale sur le bien du client, est-ce que ça ne vient pas un peu à anéantir finalement le droit à la retenue de 21-11? Est-ce qu'en disant « je ne veux pas payer », l'entrepreneur ne va-t-il pas prendre une hypothèque légale? Oui, il y a un risque, on va regarder ça. Et puis, la personne demandait aussi, est-ce que le fait de payer sous protêt dans ces circonstances-là, si on voit que l'entrepreneur va prendre une hypothèque légale, est-ce que c'est une solution est-ce que c'est la solution de payer sous protêt? Oui, moi je recommande cette solution-là, effectivement. On paie sous protêt, là, on réserve nos recours, on paie sous protestation pour éviter l'hypothèque légale et ensuite on exerce nos recours contre l'entrepreneur. Les recours qu'on va voir au webinaire 5. Alors, l'hypothèque légale, la construction, je pense qu'on vient de s'en rendre compte, c'est un outil puissant entre les mains de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui a travaillé dans votre propriété, à votre propriété, pour se protéger contre un défaut de paiement, là, que ce soit à tort ou à raison, là, pour se protéger contre un défaut de paiement. L'hypothèque légale, c'est un recours exceptionnel créé par la loi complètement, qui permet à l'entrepreneur, et s'il a fait affaire avec des sous-traitants et que les sous-traitants vous ont dénoncé qu'ils étaient dans le portrait, ces gens-là, sinon, les sous-traitants ne peuvent pas prendre l'hypothèque légale, mais si les sous-traitants ont dénoncé cette situation-là, alors l'entrepreneur et le sous-traitant peuvent se rendre chez un avocat ou un notaire et inscrire une hypothèque légale de la construction sur votre lot s'ils remplissent aussi d'autres conditions, comme par exemple, ils doivent le faire dans un délai maximal de 30 jours de la fin des travaux, de tous les travaux. S'il y avait plusieurs travaux à faire, c'est quand tout est fini, 30 jours plus tard. Alors, c'est vraiment un outil puissant. Elle est prévue aux articles qu'on voit ici, 27, 26 à 27, 28. Alors, comme on le voit, comme on a vu, l'entrepreneur ou le sous-traitant qui a dénoncé peut inscrire dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux s'il considère qu'il n'est pas
payé. Et ensuite, dans les 60 jours de la fin des travaux, l'entrepreneur ou le sous-traitant qui a dénoncé peut entreprendre un recours pour, s'il n'y a pas de paiement de votre part, d'où le paiement sous protège, peut inscrire un recours pour tenter de faire vendre l'immeuble en justice. Alors, cette procédure-là, rendue là, se conteste devant les tribunaux. Alors, et justement, cet outil est justement puissant, allant jusqu'à pouvoir faire vendre l'immeuble en justice. Cette situation de fait-là peut mener à des abus et je suis au courant que c'est une bataille que mène l'association, la CQC, pour cette situation-là. Et je laisse M. Arnois compléter. Donc, comme Maître Lessard l'a dit, c'est une disposition qui est très contestée, en tout cas du côté de la CQC et de d'autres associations de consommateurs, parce que, comme on le dit, ça permet vraiment beaucoup d'abus. Je n'embarquerai pas à savoir si c'était légitime ou pas à une certaine époque, l'hypothèque légale de la construction pour protéger les entrepreneurs. Mais une chose est sûre, c'est que, en particulier dans le cas des petites créances, ça permet beaucoup d'abus. Pour une simple et très, très bonne raison, c'est que l'hypothèque légale de la construction ne peut pas être contestée en cours des petites créances. Il faut absolument aller en cours du Québec et en général, ça va être en cours supérieur du Québec. Et donc, c'est pas recommandé d'y aller sans avocat. Vous avez le droit de le faire, mais c'est pas recommandé d'y aller sans avocat. Et donc, là, on ne s'en sort pas en bas de plusieurs milliers de dollars de frais d'avocat et de frais de cours. Et la plupart du temps, ça va coûter plus cher de frais d'avocat que le montant que l'entrepreneur nous réclame. Donc, ça fait en sorte qu'il y a énormément de consommateurs qui vont céder. D'où le conseil de Maître Lessard de payer sous protêt puis de poursuivre ensuite. Le défaut de ça, c'est quand même qu'on paye sans savoir si on va être capable de revoir cet argent-là après, parce que bon, l'entrepreneur, s'il ferme boutique, il fait faillite, il va rester la caution de la RBQ, puis la caution de la RBQ, ben, elle est de 40 000. S'il a floué 40 clients avant de faire faillite, ça fait 1 000 chaque. On n'ira pas loin avec ça. Mais quand même, il reste que quand il y a un petit montant en jeu, l'hypothèque légale, c'est vraiment une massue qui fait en sorte que souvent le consommateur n'a pas intérêt à se défendre et c'est pour ça qu'on conteste beaucoup cette disposition-là. Pour faire un retour rapide, là, qui j'espère va mal vieillir, Simon Jolin Barrette s'était commis en campagne électorale à promettre qu'il allait changer ça. On a vu dans la presse il y a quelques semaines que le ministère de la Justice travaille à un projet de loi à ce sujet-là. Entre les deux, il faut savoir, bon, nous, on a fait une pétition à ce sujet-là à la CQC l'an passé et la Chambre des notaires du Québec a sorti un rapport très intéressant sur la question. Si vous avez un intérêt, je vous invite fortement à le lire. Et on espère bien que ça va changer parce que présentement, les statistiques qu'on a réussi à dresser il y a bientôt 1 an montrent clairement que on va dire, dans les catégories de bâtiments qu'on pourrait attribuer à des propriétaires occupants, parce que bon, les statistiques sont difficiles à faire, c'est avec le registre foncier, on ne sait pas qui possède les bâtiments, là. Mais dans les catégories de bâtiments où on peut présumer que c'est des propriétaires occupants, c'est à peu près la moitié des hypothèques légales qui sont pour un montant relativement bas. Évidemment, relativement bas, il faut s'entendre, là, mais moi, je place le barème avec ce qui, normalement, se serait retrouvé à la Cour des petites créances. Donc, on parle quand même d'une quinzaine de mille, voire une vingtaine de mille. Mais quand même, on s'entend que d'envoyer des litiges en cours supérieure pour une quinzaine de mille, sachant que ça risque de coûter 10-15 000 d'avocats, c'est un peu un non-sens. Il y a une cour des petites créances, c'est à ça qu'elle sert. Et c'est pour ça qu'on espère qu'il va y avoir du changement. On espère d'ici les élections, sinon dans un avenir plus ou moins rapproché. D'ailleurs, quand je vous disais les montants, là, ça c'est
les statistiques qu'on avait réussi à dresser il y a 1 an, vous voyez vraiment qu'il y a même quand même le tiers des hypothèques légales qui arrondit sont autour de 5 000, de 0 à 5 000 là. Même quand on inclut jusqu'à 15 000, on arrondit aux 5 000 près, on est presque à la moitié. Là, donc, c'est difficile de justifier une utilisation de l'hypothèque légale de cette manière-là, que ça soit d'un point de vue d'administration de la justice, là, parce que les tribunaux ont dit qu'ils sont engorgés. C'est peut-être pas le meilleur moyen de les désengorger. Et d'un point de vue moral, là, je veux dire, par exemple, si l'émetteur de votre carte de crédit, vous ne le payez pas, ben, et que ça se rend jusqu'en recouvrement, là, supposons un cas extrême où ça se rend jusqu'à la saisie parce que vous n'avez même pas d'argent à saisir, il est obligé de saisir des biens, là, ben, il ne va pas commencer par saisir votre maison. Il va commencer par des biens équivalents à la dette que vous avez. Donc, de faire vendre une maison en justice pour 6 000 de dette, c'est un non-sens, puis on espère beaucoup que ça va changer. C'était le petit commentaire éditorial de la séance. Là-dessus, est-ce que vous avez des questions? Alors, supposons qu'on a un contrat avec un entrepreneur général qui inclut la plomberie et que l'entrepreneur sous-traite la plomberie. Si le contrat était de 100 000 plomberie inclus, est-ce que l'entrepreneur général pourrait inscrire une hypothèque légale de la construction de 100 000 plomberie inclus? Et est-ce que l'entrepreneur en plomberie pourrait lui aussi inscrire une hypothèque pour sa créance? Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Je veux dire, le micro. Oui, parfait. Alors, dans cette optique-là, c'est certain que s'il y a eu un paiement partiel, finalement, l'entrepreneur pourra seulement inscrire l'hypothèque pour le solde qui lui est dû. Si le contrat en entier était de 100 000 bon, on peut, à moins que ce soit là, un fiasco total, on peut supposer que certaines parties doivent être payées. Et puis, l'entrepreneur pourra réclamer et inscrire l'hypothèque seulement pour le solde. En même temps, oui, il y a une notion de s'il y a eu un sous-traitant pour la plomberie, en effet, si l'entrepreneur, lui, n'a pas à dénoncer son contrat pour pouvoir inscrire l'hypothèque légale au client parce qu'ils font affaire directement. Alors, le client n'a pas à être informé. Le client connaît déjà l'existence de l'entrepreneur. Cependant, il peut très bien n'avoir jamais croisé le sous-traitant en plomberie et puis il ne connaît pas son existence. Alors, pour le plombier, c'est une condition essentielle pour lui d'avoir dénoncé à l'entrepreneur, au client, d'avoir dénoncé au client sa présence, son contrat, pour combien il a affaire chez le client. Alors, oui, effectivement, l'entrepreneur général pourrait inscrire pour le solde impayé, tout le solde impayé et en plus, le sous-traitant pour la plomberie pourrait lui aussi inscrire sa créance. Alors, j'amène un aparté ici. Il y a un article dans le Code civil du Québec, de mémoire, à vérifier, c'est l'article 2163, qui permet de faire aussi des retenues. Alors, sans s'occuper du numéro de l'article, il y a un article dans le Code civil qui indique que l'entrepreneur, que le client a le droit de faire une retenue, là aussi, pour s'assurer que les sous-traitants sont payés. Alors, on voit, pour se protéger, et on voit, là, c'est un peu difficile d'application en pratique, prouve-moi que tu as payé ton sous-traitant. Là, l'entrepreneur va dire oui, mais paye-moi d'abord. Là, il y a quand même moyen de moduler ça. Mais effectivement,
C'est donc d'autant plus, c'est donc, on comprend la condition que le sous-traitant en plomberie doive dénoncer son contrat au client pour que le client puisse même retenir une somme pour ce qui est dû au plombier. On a Marc qui aimerait savoir si on a le droit d'embaucher un inspecteur en bâtiment et de rendre l'approbation des travaux dépendante de ce rapport d'inspecteur. Oui, on peut vouloir procéder par expert parce que, je vais répondre à la question en deux volets. Si on ne s'entend pas, l'entrepreneur et vous, sur qu'est-ce qu'il faut réparer, oui, vous avez l'option, la porte de sortie d'aller vous chercher un expert. Alors, et oui, vous pouvez exiger que ce qui est à réparer se fasse sur cette base. Vous pouvez le demander, l'exiger. Cependant, il n'est pas dit que ça ne donnera pas lieu à un recours judiciaire, là, malheureusement. L'entrepreneur, vous pouvez vous entendre à l'avance de mettre par écrit que vous allez vous en remettre à l'expert, mais ça ne veut pas dire que si l'entrepreneur accepte ça, tant mieux. S'il ne l'accepte pas ou que ça crée une problématique par après que l'entrepreneur conteste, bien, ça se peut que ça donne lieu à un recours judiciaire. Justement, et je réponds et je termine le deuxième volet de la question. Monsieur demandait s'il pouvait engager un inspecteur pré-achat. C'est bien pensé parce que souvent, on a des inspecteurs pré-achat qui sont très compétents. En même temps, pour prévenir, puis là, c'est ma présence à la cour qui me fait dire ça. Quand je me trouve devant la cour pour résoudre ce genre de difficultés-là, je recommande vivement que si c'est un inspecteur pré-achat, je recommande vivement qu'il soit technologue, qu'il fasse partie de l'ordre des technologues. Le coût est souvent le même. C'est vraiment, vraiment préférable devant la cour. Et si on parle de sommes ou de travaux très, très importants, ça peut même être un ingénieur en bâtiment. On peut penser tout de suite que les coûts vont être très élevés. Il y a des ingénieurs qui font ça, qui font ces vérifications-là et qui ensuite peuvent témoigner à la cour. Il faut toujours penser qu'on peut se rendre là pour des coûts qui s'apparentent au coût des technologues. Là. Il faut s'informer. Alors, c'est ça ma recommandation. La prochaine question, c'est d'une personne anonyme. Est-ce qu'un entrepreneur sans licence a le droit d'inscrire une hypothèque légale de la construction? S'il n'a pas le droit, est-ce qu'il y a une sanction? Habituellement, le fait de ne pas détenir de licence, ça peut entraîner le fait de ne pas pouvoir inscrire une hypothèque légale. Et non seulement ça, mais le problème, c'est que la bataille, finalement, pour aller faire reconnaître ça, même ça peut se rendre jusque devant la cour. Alors, effectivement, cependant, on peut devoir se rendre jusque devant la cour, donc c'est vraiment un moyen de pression. Est-ce qu'à partir de là, on peut demander des sommes pour abus de droit, abus de procédure? Oui, là. Mais bon, ce qui est déplorable, c'est que vous risquez quand même, il y a un risque que vous deviez vous rendre jusqu'à la cour. J'ai une question d'une personne anonyme qui était probablement présente lors des derniers webinaires. Elle nous demande si c'est en lien avec l'article 50 de la loi sur le bâtiment. Je crois qu'on l'avait abordé par rapport au droit d'annuler un contrat si un entrepreneur n'a pas ses licences. Donc, dans ce cas-ci, ça serait ce qu'on pourrait demander la radiation de l'hypothèque légale de la construction. En vertu de l'article 50. En fait, je vais me permettre, là, de mémoire, c'est
écrit dans l'article 50 de la loi sur le bâtiment, justement, qu'une hypothèque peut être radiée. On l'a vu dans l'autre webinaire, effectivement, là, on a vu l'article 50, mais une autre partie de l'article 50. Donc, effectivement, en fait, n'importe quel contrat de construction peut être résolu si l'entrepreneur n'avait pas la bonne licence pour les travaux. Et la partie de l'article dont on n'avait pas parlé quand on l'a vu, mais monsieur a une bonne mémoire, c'est effectivement que ça permet aussi de faire annuler n'importe quelle hypothèque légale qui aurait pris. Mais encore, puis là, la question qui est intéressante là-dedans, c'est pas juste savoir s'il y avait une licence, mais est-ce qu'il y avait la bonne licence pour les travaux? Et ça peut venir corser les choses des fois, parce que, bon, entrepreneurs sans licence, on vous a déjà dit de ne pas en prendre, mais des fois, ils ont une licence, mais pas la bonne. On a une personne anonyme qui voudrait en savoir un tout petit peu plus sur le processus de radiation d'une hypothèque légale. Oui, alors, le processus de radiation de l'hypothèque légale, en fait, c'est vraiment, le client doit entreprendre, le client doit contester finalement à la cour lorsqu'il va recevoir le recours pour justement faire vendre l'immeuble en justice. Dans le cadre de ce recours-là, le client va devoir se porter lui-même demandeur, faire une demande au tribunal en radiation de l'hypothèque légale. C'est une procédure judiciaire. Bien, ça va donc conclure le webinaire 3. Je tiens à remercier encore une fois l'Office de la protection du consommateur ainsi que Ponce Avocat et en particulier Madame la maître Valérie Lessard qui nous a fait une belle prestation ce soir. Les webinaires 4 et 5 vont vraiment porter sur le après et le 4 en particulier va porter sur les garanties et autres protections. Donc là, on va vraiment embarquer un peu plus dans les règles de l'art, toutes les sortes de garanties, c'est quoi un vice caché, les malfaçons et compagnie. Donc à bientôt.